Dans cette partie de cours, on va désormais parler de dérivation, assez longuement d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand on parle de dérivation de fonctions à valeur réelle, on ne peut pas parler de fonctions qui admettent comme domaine de définition n'importe quelle partie de R. Il faut parler de fonctions dont l'ensemble de définition est un intervalle de R, ou éventuellement une réunion d'intervalles de R. Donc dans cette partie, on va considérer I et J, deux intervalles de R. Après, c'est peut-être le moment de parler justement de ce qu'est un intervalle de R. Un intervalle de R, c'est un ensemble qui est de l'un de ces quatre types d'ensembles, c'est-à-dire un sous-ensemble de R, des réels qui sont compris entre deux bornes A et B, bornes qui peuvent être ouvertes ou fermées du côté de A et du côté de B, où A et B désignent soit des réels, soit éventuellement moins l'infini pour A, ou plus l'infini pour B. Un exemple typique, un exemple piégeux typique, c'est l'ensemble R étoile. Par exemple, R étoile n'est pas un intervalle. En revanche, c'est une réunion d'intervalles. C'est la réunion de R moins étoile, qui lui est bien un intervalle, et de R plus étoile, qui lui aussi est bien un intervalle. D'un point de vue intuitif, un intervalle de R, c'est une partie de R qui n'admet pas de trou. On va maintenant revenir à la définition de ce qu'est la dérivation et faire en quelque sorte une sorte de résumé de ce qui a été fait au lycée sur ce sujet. Alors rapidement bien évidemment, mais ça fait pas de mal de revoir un peu tout ça. Pour parler de la dérivation, d'abord il faut parler de droite et il faut rappeler ce qu'est la pente d'une droite. La pente d'une droite ou également ce qu'on appelle le coefficient directeur d'une droite. Disons ensemble cette définition, la pente d'une droite D, c'est le déplacement vertical petit p qui correspond à un déplacement horizontal de 1. D'un point de vue donc géométrique, ici, c'est lorsque je me déplace horizontalement de 1, le déplacement vertical que je vais faire pour suivre cette droite. Alors ce déplacement vertical est dit algébrique puisqu'il est positif si jamais il est vers le haut et négatif, compté négativement, si jamais il est vers le bas. Fondamentalement, la pente d'une droite, c'est ça. Alors maintenant, peut-être que ce dont vous vous souvenez à propos de la pente d'une droite, c'est plutôt cette relation-là. Une relation qui donne la pente d'une droite qui passe par deux points A et B, où les coordonnées de A c'est XA, YA, et les coordonnées de B c'est XB, YB. La formule dit la chose suivante, elle dit que la pente de cette droite, eh bien c'est au numérateur ici la différence qu'il y a entre les deux ordonnées, alors la différence algébrique encore une fois, hein, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, qui peut donc être positive ou négative, divisé ici au dénominateur par la différence des abscisses entre les deux points, c'est-à-dire ici cette distance algébrique que je viens de mettre en bleu là. Cette formule n'a rien de mystérieux, en fait quand on y réfléchit, pour la démontrer, c'est un bon vieux théorème de Thalès. Regardez, si jamais je m'intéresse à ce triangle-là, que je viens de mettre en rouge, alors les deux segments que je mets maintenant en vert ici et ici sont des segments qui sont parallèles l'un à l'autre. Du coup, le théorème de Thalès nous dit la chose suivante. Le quotient dans le grand triangle de cette quantité divisé par cette quantité est égal au quotient dans le petit triangle à cette quantité divisé par cette quantité. C'est-à-dire P divisé par 1, c'est-à-dire P. Et voilà, on a notre théorème. De là, on peut donner la définition de ce qu'est la dérivabilité. Alors pas la dérivabilité d'une fonction sur tout son intervalle de définition, mais la dérivabilité d'une fonction en un seul point petit a de son ensemble de définition ou de l'intervalle sur laquelle il est défini grand I. Et c'est la chose suivante, on dit que f est dérivable en ce petit a si, eh bien, cette quantité-là, la quantité f de x moins f de a divisé par x moins a, admet une limite finie lorsque petit x tend vers petit a. Dans ces cas-là, cette limite, donc si elle est finie, est notée f' de a, et ça s'appelle le nombre dérivé en a. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dû définir ce qu'était la pente d'une droite juste avant, et quel est le lien? Eh bien, le lien, il est tout simple, c'est que cette quantité-là, est une pente. Elle est la pente entre deux points du graphe de f. C'est la pente entre un point qui est fixé, le point grand A ici, de coordonnées donc A, f de a, qui est donc sur le graphe de f, et puis d'un point ici qui lui est mouvant, qui bouge en fonction de x, qui est noté ici m de x, et qui est donc de coordonnées petit x et f de x.
Si jamais, d'après la formule précédente YB moins YA sur XB moins XA, je calcule la pente de la droite qui est entre ces deux points et que je vais dessiner en vert, cette pente vaut précisément f de x moins f de a sur x moins a. Cette quantité s'appelle un taux d'accroissement de f, le taux d'accroissement entre a et x, ou plus simplement un accroissement, l'accroissement de f entre a et x. Lorsque je décide ici au niveau de x de faire tendre x vers a, alors cette droite va tendre vers la tangente à la courbe en petit a. Du coup, cette limite, eh bien, c'est la pente de cette fameuse droite, la droite qui est tangente à la courbe de f en petit a. C'est avant tout ça qu'il faut retenir, le nombre f' de a, c'est la valeur de la pente de la droite tangente à la courbe en petit a. Parfois, par abus de langage, on dit tout simplement la pente de la courbe de f en petit a, plutôt que de dire la pente de la droite tangente à la courbe de f en petit a. C'est un abus qui est toléré. Telle qu'elle est écrite ici, cette définition fait intervenir une limite lorsque x tend vers ce fameux réel petit a qui peut valoir n'importe quoi. Les mathématiciens aiment bien ramener toutes les limites à des limites en 0 ou en plus l'infini. Là, c'est très facile de se ramener à une limite en 0 en faisant un changement de variable qui est très fréquent, qui est de poser h est égal à x moins a. On se ramène bien à 0 puisque lorsque x tend vers a, h tend vers a moins a, c'est-à-dire vers 0. À partir de là, on peut opérer une substitution en remplaçant tous les x par a plus h, puisque h est égal à x moins a, c'est équivalent à dire que x est égal à a plus h. D'ailleurs, vous voyez, ce type d'écriture est très apprécié des mathématiciens, puisqu'il met x sous la forme de petit a, le nombre duquel il est très proche, plus quelque chose de petit. Ça donne la chose suivante. L'accroissement de base de la définition f de x moins f de a sur x moins a va donc être égal à f de x, et x c'est a plus h, moins f de a, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui varie dans cette histoire, divisé par x moins a, c'est-à-dire divisé par h. Du coup, la limite de cette quantité-là lorsque x tend vers a, l'étude de cette limite est complètement équivalente à l'étude de cette limite lorsque h tend vers 0. Techniquement, c'est plutôt cette quantité qu'on regarde en pratique. Une fois qu'on a compris la signification de ce qu'est f' de a, alors assez rapidement on en déduit l'équation de la droite tangente à f en petit a. La voici, c'est y est égal à f' de a fois x moins a, le tout plus f de a. Pour mettre en équation cette droite, soit on l'interprète comme l'équation classique d'une droite y est égale à ax plus b, c'est en gros ce que je viens de faire ici, soit aussi je peux l'interpréter comme le graphe d'une fonction affine. À ce moment-là, ça donne la chose suivante. C'est le graphe de la fonction qui, à x, associe f' de a fois x moins a, le tout plus f de a. Il faut bien comprendre que ici, dans cette expression, la variable, elle n'apparaît que ici. Les trois autres quantités, a, f de a et f' de a, ne sont que des constantes. Cette formule, peut-être que quand vous étiez au lycée, vous l'aviez apprise par cœur. Mais je prétends qu'il n'y a rien à apprendre par cœur. Elle est parfaitement logique à partir du moment où on sait ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la droite qui a pour coefficient directeur, pour pente, f' de a, c'est la définition de f' de a, c'est la pente de f en petit a, et qui passe par ce point-là, le point d'abscisse a et d'ordonnée f de a. À partir de là, en fait, on peut tout construire en quelques étapes. Regardez, je vous montre. Tout d'abord, et c'est ce que je fais ici, on considère une droite d'équation y est égale à f' de a fois x. Cette droite, c'est une droite qui passe par l'origine. Je suis en train de regarder une droite du type y est égale à constante fois x. La seule chose qui va bien, c'est qu'elle a le bon coefficient directeur, la bonne pente, à savoir f' de a. Bon. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'elle ne passe pas par le point qui m'intéresse ici, de coordonnées a, f de a. À ce moment-là, pour qu'elle passe par ce point, on comprend qu'il n'y a qu'une translation à faire, ou plutôt deux translations à faire. Une translation horizontale comme ça, et une translation verticale comme ça. On va donc le faire en deux étapes. Ici, j'en suis là. Première étape ici, j'opère une translation horizontale. Et on a vu que sur les fonctions, faire une translation horizontale de a vers la droite, c'était remplacer le paramètre x par
x moins a. À ce moment-là, j'obtiens une droite qui, en petit a, vaut 0. La dernière chose que j'ai à faire, c'est du coup de faire une translation verticale de f de a, de façon à ce que en petit a, elle ne vaille pas 0, mais f de a. Et c'est ce que je fais ici, en rajoutant tout simplement la constante ici, f de a. Ça me donne cette interprétation de l'équation de la tangente en petit a. J'ai ici la pente voulue, f' de a, ici une translation horizontale, et ici une translation verticale, qui sont faites pour que, en petit a, eh bien, cette quantité, lorsque x vaut petit a, vaille très exactement f de a. Intuitivement, on comprend bien ce que signifie pour une fonction que d'être dérivable en un point a. Ça signifie qu'au voisinage de a, le graphe de la fonction en question est suffisamment régulier pour qu'on puisse définir ce qu'est une droite tangente au graphe en ce point. Maintenant, ce qui est également intéressant de voir, c'est ce que peut être des situations justement de fonctions qui ne sont pas dérivables en a. Alors, il existe une infinité de situations qui peuvent mener au fait qu'une fonction n'est pas dérivable en a, mais il y a quand même quelques grands classiques qu'il peut être utile de passer en revue. Le premier classique, c'est si jamais votre fonction admet une discontinuité en un point A. Par exemple, voilà, on imagine une fonction qui va faire ça, elle vaut une certaine valeur, et puis en A, hop, il y a un saut, et voilà. Là, bien évidemment que votre fonction n'est pas dérivable en A, puisqu'elle n'est même pas continue en A, ok. Deuxième situation, c'est si jamais le graphe de votre fonction fait un pic, entre guillemets, en A. Vous voyez, c'est ce que j'ai essayé de représenter sur cet exemple, avec ici un angle, une brisure sur la courbe. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que, en fait, votre accroissement, f de x moins f de a sur x moins a, eh bien, lorsque x tend vers a, il va admettre une limite, mais sauf que cette limite ne sera pas la même lorsque x tend vers a+, c'est-à-dire que x tend vers a par valeur strictement plus grande que a, et quand x tend vers a-. Vous voyez par exemple, si jamais je prends un x qui est strictement supérieur à a et que ce x, je décide de le faire tendre vers a, donc par valeur strictement supérieure, eh bien la pente ici de cette séquente, elle va tendre vers la pente de cette droite-là. Donc mon accroissement, lorsque x tend vers a+, eh bien il va tendre ici vers une certaine valeur qui est clairement strictement positive. Là, la pente de cette droite ici en rose, elle vaut à peu près, je ne sais pas, 3 ou 4. Si maintenant je prends un x qui est strictement inférieur à a et que ce x, je le fais tendre vers a par valeur strictement inférieure, alors la pente de cette corde ici, que je viens de dessiner en vert, elle va tendre vers la pente de cette droite-là, que je viens de dessiner en vert clair. Du coup, ce taux d'accroissement ici, lorsque x tend vers a-, eh bien, il tend vers une autre valeur qui est la pente de cette fameuse droite vert clair, et cette pente-là, elle est clairement négative, je ne sais pas, elle vaut quelque chose comme moins 1,5. Donc vous voyez, du coup, l'accroissement n'admet pas la même limite à droite et à gauche. Or, quand on dit qu'une quantité admet une limite en un point petit a, si on revient à la définition, ça veut dire qu'il admet la même limite finie à droite et à gauche. Donc, rigoureusement parlant, la fonction n'est pas dérivable en ce point. Troisième situation, c'est si jamais en petit a, le graphe de votre fonction f admet une droite tangente, mais que cette droite tangente est verticale. Alors ça peut être le cas au bord de l'intervalle de définition de votre fonction. C'est typiquement le cas de la fonction par exemple racine carrée en 0 qui admet une tangente verticale en 0. Mais ça peut être aussi en plein milieu de l'intervalle de définition de votre fonction. Également, cette situation peut avoir lieu pour une fonction qui est strictement croissante au voisinage de petit a, ou également strictement décroissante au voisinage de petit a. Alors pourquoi dans ces cas-là la fonction f n'est pas dérivable en petit a? Eh bien parce que l'accroissement f de x moins f de a sur x moins a, eh bien il va admettre une limite, mais cette limite va être plus l'infini, ou moins l'infini. Regardez, en fait ça se voit sur le dessin. Si jamais, regardez, je mets un point ici, m de x, de coordonnées x, f de x, et que je m'intéresse ici à cette séquente, eh bien lorsque x va se rapprocher de a, lorsqu'il va tendre vers a, cette séquente va devenir de plus en plus verticale, et donc sa pente va tendre vers plus l'infini. Du coup, le taux d'accroissement n'admet pas de limite finie, et d'après la définition de la dérivabilité, la fonction f n'est pas dérivable en petit a. Jusqu'ici, nous avons parlé de dérivabilité d'une fonction en un seul point. Maintenant, il est temps de parler de la dérivabilité d'une fonction sur tout un intervalle.
On imagine dans cette définition qu'on a une fonction qui est définie sur un intervalle i. J'insiste bien sur le fait que c'est un intervalle et pas une réunion d'intervalles, on y reviendra. Le fait de dire que cette fonction est dérivable sur i, eh bien ça signifie que cette fonction f est dérivable en tous les points de i. Dans cette situation, on peut alors définir ce qu'on appelle la fonction dérivée de f, qui est notée f', et qui est tout simplement la fonction définie sur i, qui, à un petit x, lui associe le nombre dérivé f' de x en petit x. Alors il faut bien comprendre que dans cette situation, si jamais on représente ici le graphe de f, eh bien en n'importe quel point petit x, f' de x représente eh bien, la pente de la courbe en x, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe en x. Si jamais f' de x est positif, comme c'est le cas ici, alors ça veut dire que cette pente est positive. Si jamais, au contraire, f' de x est négatif en ce point, alors ça signifie que la pente est négative. Du coup, on s'aperçoit qu'il y a un lien assez intuitif entre, d'une part, le signe de f' et d'autre part, les variations de la fonction f. Ce qui nous amène au théorème suivant, que vous connaissez sans doute bien, puisque vous l'utilisez tout le temps à chaque fois que vous faites une étude de fonction. Il y a équivalence entre le fait que f est croissante sur i et le fait que sa dérivée soit positive. Il y a équivalence entre le fait que f soit décroissante sur i et le fait que sa dérivée soit négative. Et il y a équivalence entre le fait que f est constante sur i et le fait que sa dérivée soit nulle. Attention, quand on dit le fait que sa dérivée soit par exemple positive, ça veut bien dire positive partout sur l'intervalle. Alors certes, ces théorèmes sont très intuitifs, en revanche, ils ne sont pas forcément faciles à démontrer. Quand on fera plus tard dans l'année un chapitre spécifique sur la dérivation où on reprouvera tout rigoureusement, on verra que en fait, c'est pas si facile que ça. Ces théorèmes admettent des versions qui permettent de démontrer qu'une fonction n'est pas croissante, mais strictement croissante. Mais pour cela, ils vont demander des hypothèses plus fortes sur la dérivée, à savoir qu'elle ne soit pas positive, mais strictement positive. Ça donne la chose suivante: si sur tout l'intervalle f' est strictement positive, alors la fonction f est strictement croissante sur i. On a le théorème symétrique: si f' est strictement négative, alors la fonction est strictement décroissante. Ces théorèmes sont très utiles, mais la différence avec les théorèmes précédents, c'est que ce ne sont pas des équivalences, ce sont de simples implications. Si f' est strictement positif partout, alors la fonction est strictement croissante. Et en fait, il se trouve que la réciproque est fausse en général. Un exemple pour le voir, ou plutôt un contre-exemple, c'est la fonction qui à x associe x puissance 3. C'est une fonction qui est définie sur R tout entier et qui est bien strictement croissante sur R. Seulement, en fait, sa dérivée n'est pas strictement positive, ou en tout cas, elle ne l'est pas partout, parce que en 0, ici, juste en ce point-là, la courbe admet une tangente horizontale et la dérivée s'annule. Attention, ici, la fonction ne fait pas un plateau, elle n'est pas constante sur un petit intervalle. Non, non, non. En fait, c'est juste en un seul point, la courbe admet une tangente horizontale. Du coup, eh bien, il est faux de dire que f' de x est strictement positif partout, puisque en ce point-là, en 0, la dérivée de la fonction vaut 0. Cet exemple, il nous fait comprendre deux choses. Bon, déjà que la réciproque du théorème est fausse, mais également, il nous fait comprendre qu'on peut probablement améliorer ce théorème. Pour qu'une fonction soit strictement croissante, il n'est pas forcément nécessaire que sa dérivée soit strictement positive partout. En fait, il suffit qu'elle soit strictement positive presque partout, c'est-à-dire partout, sauf en éventuellement des points qui sont isolés. C'est l'objet de ce théorème, et il est très utile en pratique. Il dit la chose suivante: si f' est strictement positive, non pas partout sur i, mais partout sauf en un nombre fini de points sur i, alors f est bien strictement croissante sur i. Bien évidemment, on a le théorème symétrique: si jamais la dérivée est strictement négative, sauf éventuellement en un nombre fini de points sur i, alors la fonction est strictement décroissante. Géométriquement, ce qui se passe, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en 0 pour la fonction x3, c'est-à-dire qu'en les points où justement la dérivée s'annule, n'est pas strictement positive, eh bien, on a des points d'inflexion comme c'est le cas ici, et ça n'empêche pas la fonction d'être bien strictement croissante. Alors c'est vraiment utile en pratique parce qu'il y a pas mal de situations où on veut démontrer qu'une fonction est strictement croissante, et justement il peut y avoir des points où la fonction n'est pas strictement, où sa dérivée n'est pas strictement positive, typiquement sur les bords. Mais grâce à ce théorème, on peut conclure. Ce théorème, pareil, on le démontrera plus tard dans l'année. Dernière remarque, attention, tous ces théorèmes qui font le lien entre le signe de la dérivée et les variations de votre fonction ne fonctionnent que si vous êtes en train de raisonner sur un intervalle.
et pas une réunion d'intervalles. Regardez, je vous montre par exemple un exemple où ça va être problématique. Un ensemble que je citais précédemment et qui n'est pas un intervalle, c'est R étoile. Et si jamais on regarde la fonction définie sur R étoile, la fonction inverse. Cette fonction, si je l'appelle f, elle est dérivable sur tout son ensemble de définitions R étoile. Et pour tout x appartenant à R étoile, on connaît sa dérivée, f' de x est égal à moins 1 sur x2. Et ça, c'est un nombre qui est strictement négatif. Du coup, ma fonction a une dérivée qui est strictement négative sur tout son ensemble de définitions R étoile. Là, on aurait vite fait de dire, ah bah du coup, la fonction est strictement décroissante. Or, eh bien non, c'est faux, elle n'est pas du tout strictement décroissante. Regardez son graphe. Par exemple, entre ce point et ce point, on a A est strictement inférieur à B, et on a que f de A est strictement inférieur à f de B. Donc ça contredit bien le fait que la fonction est strictement décroissante sur R étoile. En fait, qu'est-ce qui se passe? La fonction est bien strictement décroissante sur l'intervalle R- étoile, qui est bien un intervalle. Elle est également strictement décroissante sur l'intervalle R plus étoile. En revanche, elle n'est pas strictement décroissante sur R étoile. Cet exemple, en fait, il montre que si jamais vous avez une fonction qui est définie sur une réunion d'intervalles, alors il va falloir raisonner indépendamment sur chaque intervalle qui compose son ensemble de définitions.